Et alors, on vous a appelé 2 fois Nicolas Bruno ce matin, mais non, c'est Nicolas Potier, CEO de Bruno, cette marque emblématique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre positionnement, de votre marque, Nicolas? Bon, d'abord, merci de me recevoir pour cet événement. Je suis très content de pouvoir parler un peu de Bruno et un peu de ce qu'on fait en matière de relations clients et plus généralement pour servir nos clients. En effet, je suis Nicolas Potier, pas Nicolas Bruno, même si j'espère être un peu le fils spirituel de Jean-Marie Bruno, qui a créé cette société il y a déjà plus de 65 ans. D'accord, c'est une vieille dame quand même. C'est une vieille dame, mais c'est une vieille dame qui s'est beaucoup transformée et on va en parler. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qui sommes-nous? On est une société, on est une entreprise de taille intermédiaire. Au niveau européen, on fait à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on fournit du matériel du bureau, des fournitures de bureau que tout le monde connaît, aux entreprises, aux collectivités, aux diverses organisations, donc aux professionnels en général. Et puis, depuis assez peu, en fait, à cause du Covid, ou grâce au Covid, je ne sais pas, beaucoup de professionnels en télétravail. Et donc, on opère dans 6 pays, comme vous l'avez dit dans votre introduction, avec une grosse partie de notre chiffre d'affaires, quasiment les 3/4, en France et en Belgique. Les autres pays sont des développements plus récents, et notamment l'Italie, dont on a fait l'acquisition d'une filiale récemment en mars. Voilà. D'accord. Alors ce marché de l'équipement de bureau, il est assez mouvementé. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui tend à se concentrer notamment. Je sais que vous, alors on aime bien dans cet événement CX Paris recevoir des CEO parce que souvent ils donnent le là dans leur entreprise et c'est vrai que l'expérience client c'est une discipline qui doit être représentée dans les plus hautes sphères de l'entreprise. Alors vous, c'est votre credo au sein de Bruno. Comment vous considérez justement cette expérience? Oui, en fait, ça fait vraiment partie de notre ADN parce que, donc j'ai parlé du chiffre d'affaires, mais c'est un chiffre d'affaires qu'on fait sur à peu près 500 000 clients. Donc on a beaucoup de clients et notamment beaucoup de TPE, de PME. Et pour pouvoir assurer la fiabilité, comment dirais-je, la fidélité de cette clientèle, il faut absolument avoir une relation client excellente avec eux. Et quand je réfléchis à la relation client, je réfléchis à la relation client de manière très générale, c'est-à-dire et de manière très complète. Alors ça va du contact humain qu'on peut avoir avec les clients, on en parlera un peu plus tard au niveau de l'organisation, soit en appel entrant, soit en appel sortant, ou avec des commerciaux. Mais je considère que la relation client, elle commence avec, bien entendu, ce qu'on adresse aux clients, que ce soit très historiquement avec des catalogues, ce qui était la manière dont on faisait le business il y a encore quelques années. Ouais. Et puis depuis plus récemment avec le web, puisque 90% de nos commandes sont passées par le web. Vous avez transformé votre modèle vers le digital. On a complètement transformé notre modèle vers le digital, mais tout en gardant un élément papier, parce que c'est notre marque de fabrique, et puis il y a un catalogue général, et on pense que les clients aiment bien avoir ces catalogues en main, et puis en ayant une équipe assez consistante, on en parlera plus tard, mais de professionnels qui sont en relation avec les clients tous les jours. Et puis, j'essaie de jamais oublier toute la logistique qui permet d'acheminer les colis à nos clients. C'est combien de colis environ qui partent de vos entrepôts chaque année? Oh là là, vous me posez une colle. Je dirais que c'est 6 ou 7 millions de colis par an. D'accord, ouais. Voilà. Donc c'est assez substantiel. Et donc, il faut pouvoir assurer cette livraison en J+1 avec des livreurs qui vous trouvent, qui vous parlent, qui sont sympas. Et puis qui sont des ambassadeurs de votre marque. Qui sont des ambassadeurs de la marque. Et donc, la relation client, c'est vraiment... je préfère même parler de parcours client, en général, à mes équipes, qui assurent un super boulot. Voilà. Alors justement, en termes d'organisation, Nicolas, comment est-ce que vous gérez l'expérience client au sein de Bruno? Il y a plusieurs chapelles en la matière. Il y a ceux qui disent c'est l'affaire de tout le monde, il y a ceux qui disent on centralise, mais toujours avec l'idée derrière que l'impérieuse nécessité de finalement faire de cette discipline une discipline de plus en plus montante dans l'entreprise. Comment au sein de Bruno vous organisez? Bon alors, si je prends l'exemple de notre filiale clé, qui est le Bruno France, qui représente à peu près 60% de notre chiffre d'affaires, on a décidé il y a assez peu de temps de regrouper marketing et relations clients pour faire
pardon, pour bien montrer l'importance et de dire que la relation client, c'est au cœur du parcours client, de la même manière que le marketing, c'est-à-dire la conception de toutes les actions commerciales que l'on adresse à nos clients. Et donc, eh bien, pour moi, la relation client, ça va de la petite attention qui peut être dans le colis que reçoit le client, à la conversation téléphonique qu'un client peut avoir pour savoir quoi choisir dans une gamme de produits un peu techniques, ou bien quand malheureusement il y a un problème à résoudre de SAV par exemple. Donc c'est le même directeur qui me rapporte, qui gère tout cela, avec tout un tas d'équipes qui font les différents corps de métier, si vous voulez. Alors vous, vos clients sont des entreprises, hein, c'est du B2B plus particulièrement. Est-ce que qui vous inspire finalement dans vos standards? Est-ce que c'est plutôt des entreprises du B2B, du B2C? Vers qui vous portez votre regard quand vous avez besoin d'un peu d'inspiration? En fait, on a un modèle très spécifique, puisque c'est un modèle hybride, donc de vente à distance et d'e-commerce, et de présence sur le terrain. Donc, pour ce qui est de la présence sur le terrain avec des commerciaux un peu classiques, il y a un certain nombre de grandes sociétés, y compris dans notre domaine, qui font un très très bon travail de ce point de vue-là. Je n'ai pas l'habitude de citer les concurrents, mais un concurrent comme l'Ireco fait un assez bon boulot de ce point de vue-là, avec des équipes assez performantes. Et à l'autre spectre, en e-commerce, évidemment, on regarde beaucoup ce que fait Amazon, qui a très très bonne pratique. Et puis, on s'inspire de notre histoire de vente par correspondance pour tout ce qui concerne les attentions aux clients, la manière de leur adresser des messages particuliers, que ce soit par nos catalogues ou par des emails ou des actions des actions marketing commerciales à distance sur le web. D'accord, très intéressant. Alors justement, est-ce qu'on peut faire peut-être un petit tour d'horizon des bonnes pratiques que vous pourriez partager? Et je sais que notamment que vous êtes assez investi au niveau de la techno, vous essayez de moderniser, d'innover sans cesse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, alors on a beaucoup investi dans les 10 dernières années dans notre système d'information. Tout le back-office a été refait, a été modernisé avec des technologies modernes qui ont permis de construire une plateforme web totalement interfacée avec ce back-office et qui nous permet beaucoup de flexibilité dans la façon d'adresser les clients, dans la façon de les caractériser, parce que des clients dans le B2B, en général, soit on a du tout petit client et qui s'apparente beaucoup à du consumer, donc on est dans du B2C ou du B2B2C, soit on a affaire à des organisations beaucoup plus importantes, et là on doit définir les clients avec leur structure d'achat, et il faut des systèmes d'information qui permettent cela, c'est pas toujours le cas. Donc on a développé notre propre software pour pouvoir faire cela. Vous adaptez. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait et ce qu'on continue de faire pour améliorer sans cesse l'expérience client, et y compris la plateforme web qui est tout le temps en évolution. Donc ça, c'est pour je dirais, le cœur de métier technique. Et puis, on essaie d'améliorer tout le temps aussi les outils qui permettent de faire du chat. Les chatbots, par exemple, aussi. C'est beaucoup utilisé, même en B2B? Ça commence à être utilisé. On voit un certain nombre d'intérêts pour un certain nombre de questions un peu répétitives, d'utiliser ce genre d'outils. Et puis, bien entendu, les outils qui permettent de traiter les mails des clients. Les clients communiquent beaucoup par email maintenant. Et donc, il faut pouvoir leur répondre très vite, pouvoir, classer les mails par ordre de priorité. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut améliorer avec la technologie. On essaie d'être à la page, alors qu'encore une fois, on est une ETI, on est à peu près 900 personnes, donc on n'est pas non plus une énorme multinationale. Oui, mais quand même. Donc du coup, ok, vous êtes à la page, vous innovez, vous êtes toujours, vous essayez de jouer en attaque. Justement, alors vous nous parliez de la période qui vient de s'écouler et du fait que finalement, elle avait ouvert paradoxalement, des nouveaux champs d'activité pour Bruno. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait? Oui, alors il y a trois choses qui sont intéressantes par rapport à la période récente liée à la pandémie.
tout d'abord, on en a souffert comme beaucoup au tout début, et puis on a réussi à réagir de manière assez agile, à la fois sur le plan de la clientèle, en étant capable assez rapidement d'adresser des clients des utilisateurs qui se trouvaient en télétravail, qui n'étaient pas forcément nos interlocuteurs directs, mais qui le sont devenus au fil de l'eau, et qui ont compris qu'ils pouvaient acheter chez Bruno sans problème, qu'on les livrait chez eux. Oui, enfin, des télétravailleurs, c'est-à-dire que des particuliers qui se trouvaient chez eux, mais qui, travaillant dans une structure qui travaillait déjà avec nous, pouvaient se faire livrer à la maison. D'accord. En bénéficiant de conditions particulières, s'ils étaient éligibles à ces conditions particulières de prix ou de livraison gratuite ou que sais-je. Donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point sur lequel on a énormément travaillé, c'est toute l'offre produit, qui est un des piliers fondamentaux de Bruno. Donc la capacité, on a réussi à monter des offres de produits nouvelles, de protection, les masques, les plexis qu'on voit ici dans les studios, enfin bon, tout ce qui a permis de continuer à travailler dans un univers un peu perturbé par la pandémie. Et alors, pour qu'on comprenne, par exemple, cette pandémie, elle surprend tout le monde, donc vous êtes patron de Bruno, il faut réagir. Comment ça se passe? Vous convoquez votre garde rapprochée, vous brainstormez, comment vous avez finalement réussi à mettre en musique cette dynamique de rebond? Eh bien, en fait, on a formé immédiatement une cellule de crise avec l'équipe de direction. J'ai 7-8 personnes. On s'est réunis au tout début tous les jours et on passait en revue les contacts avec les clients, le plan de campagne marketing, comment il fallait le bouger, parce que les gens n'étaient plus au bureau, par exemple. Qu'est-ce qu'on allait faire dans les semaines qui venaient? L'offre produit, qu'est-ce qu'il fallait faire pour la faire bouger? Et donc, évidemment, au moment où à différents moments pendant 2 ou 3 mois, il y a eu différentes initiatives. Et puis, au début, on était très, très soucieux de la rentrée d'argent, du cash. Est-ce que les clients allaient continuer de nous payer? Et donc, on a mis en place des systèmes pour faire en sorte qu'ils nous payent tout de suite, si c'était des nouveaux clients, par exemple, par carte bleue. Donc, on a beaucoup poussé l'usage de la carte bancaire. Et puis, on a passé des messages aux clients et on s'est astreint également à payer nos fournisseurs en temps et en heure. Voilà. Donc, pour préserver votre chaîne de valeur. Exactement, exactement. Et ça a bien marché. Je pense que les clients, à l'époque, ont très bien réagi en comprenant que s'ils ne payaient pas leurs propres fournisseurs, ça allait arrêter toute la chaîne. Absolument. Donc ça ne s'est pas passé du tout, en fait. J'étais agréablement surpris, comme beaucoup dans l'économie française. Donc pendant quelques semaines, on a, je dirais jusqu'à l'époque mi-mai, fin mai, on a eu ces cellules de crise tous les jours. D'accord, très intéressant. Alors je rappelle, Nicolas Potier, CEO de Bruno, à l'audience de CX Paris, que si vous voulez poser des questions à Nicolas, il est là pour y répondre. On prendra une session de questions en fin d'intervention. Est-ce que on a bien compris la période que vous venez de traverser, comment vous avez répondu, vraiment l'engagement de Bruno au service des clients? Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu, nous dire sur quoi vous travaillez aujourd'hui, un petit peu des perspectives d'avenir? Les projets ou les... Bon, d'abord, pendant cette période très perturbée, on a quand même fait l'acquisition de Viking Espagne, qui était un de nos concurrents en Espagne, et puis donc en Italie, de Office Depot Italie, qu'on va transformer probablement en utilisant la marque Bruno. Donc on a été à l'attaque, je dirais, ou en investissement pendant cette période-là. Donc ça nous fait beaucoup de travail d'intégration, bien entendu, parce que ça fait du monde en plus, et puis ça fait aussi l'intégration de systèmes d'information qui n'est pas toujours évidente à faire. De culture aussi. De culture, et puis de rassurer les clients, de faire en sorte que ce n'est pas parce qu'on changera de marque ou qu'on change de propriétaire qu'il faut que les clients partent, bien entendu, au contraire. Donc ça, c'est un premier point. Et puis... en termes d'offres produits également, on est très conscient qu'avec le développement du télétravail, il y a une offre produit en général, qui est notre offre plutôt typée bureau, qu'on doit faire évoluer pour qu'elle s'adapte encore mieux au bureau, à la maison. Voilà. Donc ça, c'est un travail de fond. Et puis, continuer à être extrêmement performant sur le web et à jouer la complémentarité entre relations clients humaines, avec des commerciaux qui vont voir les clients, et l'approche web. Voilà.
D'accord, très intéressant. Alors, est-ce que vous qui êtes présent dans plusieurs pays, finalement, est-ce qu'il y a des différences culturelles dans les différents marchés que vous adressez, justement en termes d'expérience client? Est-ce qu'un client français n'a pas les mêmes attentes qu'un client italien, qu'un client espagnol? Est-ce que vous percevez des différences justement régionales, si on peut parler de l'Europe comme une grande région, et comment vous adressez ces différences? Alors, oui, je pense qu'il y a une différence principale, et on la voit dans les activités espagnoles et italiennes dont on vient de faire l'acquisition, qui sont plus en avance que nous, en tout cas plus actifs que nous en matière d'appels sortants. D'accord. Nous, chez Bruno, historiquement, alors est-ce que c'est à cause de notre culture d'entreprise ou est-ce que c'est à cause de la culture du pays, que ce soit en France ou en Belgique, on n'était pas très actif sur les appels sortants. On était plutôt, pour réactiver pour réactiver des clients ou pour développer de nouveaux clients. On était plutôt sur un modèle d'être les plus performants possibles en matière d'appels entrants et de résolution de sujets clients, mais pas tellement de manière très proactive au téléphone. D'accord. Bon. Et il semble que ce soit en Espagne ou en Italie, ce mode de contact des clients proactif, plus spontané, passe très bien et soit assez prisé des clients. D'accord. Voilà. Donc c'est ce que j'ai observé avec ces deux nouvelles activités dont on vient de faire l'acquisition. Donc peut-être que ça va instiller dans les autres marchés des nouvelles pratiques ou des tests en tout cas. Voilà, mais moi je crois beaucoup à la spécificité des pays en matière de commerce, aux différences culturelles. Et donc, après, il faut tester, voir si ça marche ou si ça marche moins bien. D'accord. Une dernière question, Nicolas Potier, CEO de Bruno. Alors on a bien compris votre vraie implication ADN en termes d'expérience client au sein de Bruno. Comment est-ce que vous mesurez finalement la performance de cette approche client? Bon, bien sûr, on la mesure aussi par la croissance de chiffre d'affaires qu'on peut avoir. Et donc, elle est plutôt assez positive puisque même par rapport à 2019, on est probablement 5 à 10% au-dessus de ce qu'on faisait en 2019. Donc, malgré le creux de 2020 en début d'année. On a rattrapé le retard. Oui, on l'a dépassé. Donc ça, c'est un indicateur objectif qui est quand même assez rassurant, parlant, bien entendu. Non, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on fait tous les ans des enquêtes de satisfaction client, enfin de nos clients ou des clients inactifs par le web, par Internet. Et là, un chiffre, on a à peu près 97 à 98% de clients qui se disent satisfaits ou très satisfaits. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on fait un calcul de Net Promoter Score. Et là, cette année, on doit être à 57 de Net Promoter Score. Pour ceux qui suivent ça, c'est assez élevé. Voilà. Tout à fait. Et c'était plutôt en progression par rapport à l'année dernière. D'accord. Voilà. Écoutez, ce sera le mot de la fin. On vous félicite. Merci infiniment, Nicolas Potier, CEO de Bruno, d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie. Et puis j'en profite pour saluer toutes nos équipes qui font un super boulot. Voilà.